Hello à tous, la blockchain va augmenter le PIB de la France de 58,5 milliards d'euros d'ici 2030, soit environ 2% du PIB. Si toi aussi tu veux travailler dans la blockchain et aussi profiter de meilleurs salaires par rapport au développement web de classique, si tu veux un peu voir de quoi ton métier sera fait et un peu comprendre les bases de la programmation blockchain, du développement blockchain, tu es sur la bonne vidéo. Alors qu'il n'est pas rare de voir des offres d'emploi de 28K à 50K dans le développement web 2, au niveau du développement blockchain, il est extrêmement rare de voir des offres en dessous de 60K. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, si on travaille 35 heures par semaine, autant travailler pour un patron qui nous paye bien. Et aussi surtout dans un domaine d'avenir. Au niveau du dev blockchain, il faut cependant quelques prérequis avant de se lancer dans l'apprentissage de ce sujet. Globalement, je conseille de connaître bien entendu HTML, CSS, un langage de programmation comme JavaScript, Python, PHP, C ou autre. La plupart des projets au niveau du front se font en React.js dans le dev blockchain. Et bien entendu, il faut connaître les bases du fonctionnement d'une blockchain comme Ethereum par exemple. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, en plus de vous présenter aussi ce que l'on fait après, une fois qu'on a acquis les bases, comment est-ce que l'on programme, comment est-ce que l'on crée des smart contracts, des exemples de back et des exemples de front, c'est parti. Déjà, il faut que tu connaisses la différence entre une base de données centralisée et décentralisée. Globalement, la blockchain, c'est une base de données, mais décentralisée. C'est-à-dire vraiment qu'au niveau d'une base de données centralisée, comme par exemple celle de Facebook, Facebook peut tout à fait supprimer ton compte du jour au lendemain, comme ça, sans te demander ton avis. Donc on a vraiment les utilisateurs qui communiquent tous individuellement avec une base de données. Or, dans une base de données décentralisée, chaque utilisateur garde une copie de la base de données et communique aussi avec les autres utilisateurs. Mais globalement, il est impossible ici, vraiment, c'est vraiment un système de mécanisme anti-censure. C'est que je ne peux pas, comme ça, du jour au lendemain, supprimer un utilisateur, par exemple. Prenez vraiment en compte qu'une blockchain, c'est en fait un carnet, un registre qui contient toutes les transactions de la première à la dernière. Donc en fait, on va faire des transactions. Par exemple, je vais envoyer de l'argent à Marc, Marc va en envoyer à Jean, etc. Et ces transactions, on va venir les inclure dans des blocs. Donc une blockchain va venir grandir au fur et à mesure du temps. Et c'est quoi un bloc? C'est un ensemble horodaté et validé des transactions, crypto-monnaies, contrats, données arbitraires, parce qu'on peut mettre autre chose que de l'envoi de l'argent dans une blockchain. Et les blocs sont liés les uns aux autres et forment la blockchain. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo à ce sujet, vous pourrez toujours la voir plus tard. Pour le moment, restez sur cette vidéo. Donc on a des gens qui vont s'envoyer de l'argent et ça va être des transactions qui vont ensuite être traitées par des ordinateurs connectés au réseau, en fait les nœuds. Donc chaque utilisateur ici sera libre de pouvoir participer au réseau Bitcoin par exemple ou Ethereum. Bien entendu, les blocs sont ajoutés au réseau en ordre chronologique et la blockchain Ethereum permet d'y héberger aussi des contrats intelligents avec l'Ether comme monnaie. On va voir ça un peu plus tard. La blockchain est construite de façon à être durable et n'est pas destinée à être contrôlée par une seule entité. Chaque ordinateur est membre de la communauté. Avant de passer sur des sujets un peu plus complexes, on va continuer ici vraiment avec la notion de transaction. Donc, comme je vous l'ai dit, le registre d'une blockchain est constitué de transactions. Donc la transaction la plus simple, c'est le fait d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Ben envoie de l'argent à Jean par exemple. Mais c'est pas tout, sur une blockchain comme Ethereum, une transaction peut aussi être l'interaction avec un contrat intelligent ou même la création d'un contrat intelligent. Donc ici, on le voit très bien, une transaction se fait entre deux adresses avec un certain montant. Donc on a par exemple un compte ici qui vient envoyer de l'argent à un autre compte et il vient envoyer un certain montant d'argent. On a aussi cette notion de gaz. Oui, quand on interagit avec la blockchain, il faut payer du gaz et ça empêche les attaques de type DOS. Donc forcément, si à chaque fois que vous devez interagir avec la blockchain, vous donnez un peu d'argent, vous n'allez pas surcharger le réseau avec des requêtes constantes dans des boucles. Donc pour une transaction, on a aussi le gas price, on verra ça dans un instant, et enfin aussi le nonce. Globalement, chaque transaction que vous allez faire aura un nonce qui va venir s'incrémenter. Donc par exemple, je vais envoyer de l'argent à Elodie, ça c'est le nonce 4. La prochaine transaction que je vais faire, quand je vais envoyer de l'argent à Jean, le nonce sera 5 et ça permet vraiment d'éviter les attaques de type replay.
Au niveau du gaz, c'est un peu délicat à comprendre au début, mais c'est pas si compliqué, vous allez le voir. On a déjà la notion de gaz limite. En gros, si on fait l'analogie avec une voiture, c'est la capacité du réservoir d'une voiture en litres. Ensuite, on aura aussi le gas price, c'est le prix du litre de carburant. Par exemple, quand vous êtes en voiture, vous allez payer 1,5 € le litre, ou même plus actuellement, 2 € le litre. Et sur Ethereum, au niveau des frais de gaz, on aura par exemple, ça va coûter 20 gwei par gaz, à savoir que 1 Ether est égal à 10 puissance 9 gwei. Et ainsi, quand on va faire une transaction ou que l'on va interagir avec la blockchain, on va devoir payer du gaz. Et donc, par exemple, ici, si j'ai envie de faire quelque chose avec la blockchain, ça va me coûter 100 de gaz, à savoir que, par exemple, le prix du gaz est à 20 gwei par unité de gaz, et du coup, ça va me coûter 100 fois 20. À savoir que, par exemple, quand on fait une transaction, sur la blockchain Ethereum, ça coûte 21 000 unités de gaz. Donc si le gaz coûte 20 gwei par gaz, ça nous donnera du coup 0,00042 Ether pour le prix d'une transaction. Et si on fait l'analogie avec la voiture, si ici ça me coûte 50 litres pour aller jusqu'en, je sais pas, en Pologne par exemple, à 1,50 € du litre, ça me coûtera du coup 75 €. Et ici, c'est exactement la même chose au niveau des interactions avec la blockchain. Prochaine chose à savoir, c'est vraiment le concept de hash. Globalement, on va venir avoir une entrée, par exemple fleur, et ici on va avoir une fonction de hash. La fonction de hash va permettre de réduire en purée quelque part la fleur et de sortir quelque chose de absolument incompréhensible. Donc par exemple, si je mets fleur dans une fonction de hash, la sortie va me donner E3, B0, etc. Mais le hash, c'est toujours déterministe, c'est-à-dire que si je mets fleur, j'aurai toujours la même sortie, d'accord? Donc fleur donnera toujours automatiquement la même sortie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, à savoir aussi que si je rajoute un S, la sortie sera totalement différente. Si je mets un F minuscule, la sortie sera aussi totalement différente. Et grâce au concept de hash, on peut voir un peu mieux comment sont formés les comptes sur la blockchain Bitcoin ou Ethereum. Donc pour interagir avec la blockchain, vous allez avoir besoin d'avoir un compte. Donc quelque part, votre propre compte bancaire sur la blockchain et sur ce compte bancaire, vous allez avoir des crypto-monnaies, donc de l'argent. Mais comment est-ce que l'on crée ce compte? Globalement, on va générer une clé privée aléatoire. Il y a autant de clés privées que d'atomes dans la galaxie, donc il n'y a pas de souci d'avoir 2 fois la même clé privée. Il y a extrêmement peu de chances que ça arrive. Au niveau de la clé privée, on va lui appliquer des fonctions de hash et à partir de cette clé privée qui est quelque part le mot de passe pour accéder à votre compte, on va venir former la clé publique et c'est comme quelque part votre adresse postale, tout le monde peut la savoir, c'est pas grave. Et ensuite autre chose aussi, à partir de cette clé publique, on va venir former l'adresse publique, ça c'est vraiment la vraie adresse. Ok, mais en tout cas, à partir de la clé privée, je peux calculer la clé publique. À partir de la clé publique, je peux calculer l'adresse publique. Par contre, à partir de l'adresse publique, pour aller ensuite en arrière, je ne peux pas savoir la clé privée à partir de l'adresse publique. La clé privée, c'est vraiment la clé de votre serrure pour accéder à votre maison. Et tout ce qui est adresse publique, c'est vraiment l'adresse, votre adresse postale, par exemple, 5 rue de la Paix à Bordeaux. Maintenant, à partir de ce couple clé privée, clé publique, on peut faire des choses bien sympathiques. Et tout ça, c'est appelé la cryptographie asymétrique. Globalement, ici, on peut avoir un utilisateur 1, et cet utilisateur 1, il veut envoyer un message codé à un utilisateur 2. Donc ce qu'il peut faire, c'est prendre la clé publique de l'utilisateur 2, mixer ça avec vraiment son message, ce qui va donner un message secret codé ici. Et ensuite, l'utilisateur 2, grâce à sa clé privée, va pouvoir venir décrypter le message. Mais bien entendu, on peut aussi faire ça dans l'autre sens. C'est qu'il y a un utilisateur 1 qui peut du coup écrire un message et ensuite former une signature. Il va du coup combiner le message avec sa clé privée, ça va former un hash, ça va former une signature, et ensuite,
À quoi ça sert? Ça sert globalement à savoir qu'une certaine personne a écrit un message. Pourquoi? Parce qu'on va avoir potentiellement un utilisateur 2 qui va vouloir vérifier qu'un message a bien été écrit ici par l'utilisateur 1. Donc ce qu'il peut faire, c'est prendre la signature de l'utilisateur 1 qui a été créée grâce à la clé privée de l'utilisateur 1 et du coup par l'utilisateur 1 puisqu'il est le seul à pouvoir accéder à sa clé privée et globalement il va pouvoir vérifier grâce à la signature de l'utilisateur 1 que un certain message a bien été ici écrit par l'utilisateur 1. Et pour cela, en ayant la clé publique de l'utilisateur 1, son message et la signature, il peut savoir si ce message a bien été rédigé par l'utilisateur 1. Donc ça permettra ensuite un peu plus loin de savoir qu'une transaction a bien été initiée par une certaine personne. Quand on va faire une transaction, on va utiliser sa clé privée pour faire cette transaction et ainsi, on saura qu'une certaine personne a fait la transaction. Donc vraiment gardez votre clé privée privée parce qu'à partir d'une clé privée d'un compte, on peut accéder à tout. Donc maintenant, de façon un peu plus large, comment ça fonctionne? On a quelqu'un qui veut faire une transaction sur la blockchain. On a Ben qui veut envoyer à Jean, par exemple, 2 Ethers. Il va signer sa transaction avec sa clé privée et on saura du coup que c'est effectivement lui. Donc si moi je signe un message avec ma clé privée, on sera sûr que c'est effectivement moi qui veut initier ici la transaction. Et ensuite, je vais envoyer cette transaction. Grâce à un nœud blockchain, on va pouvoir communiquer avec la blockchain et envoyer la transaction. Cette transaction va ensuite arriver dans une pool, une espèce de piscine où toutes les transactions flottent et attendent d'être prises par les mineurs. Donc j'explique le concept de minage dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et le but des mineurs, c'est de venir inclure, faire des vérifications et de venir inclure ces transactions ensuite dans des blocs pour venir valider ces transactions afin qu'elles soient en effet effectives sur la blockchain. Parlons un peu désormais des contrats intelligents parce que sur une blockchain comme Ethereum, on peut faire en effet des transactions mais on peut aussi faire bien d'autres choses. Et oui, on peut en effet créer des programmes sur les blockchains. Globalement et de façon assez large, il existe différents langages, mais le langage principal, c'est le langage Solidity. Et comment est-ce que l'on peut exécuter des programmes sur les blockchains? Globalement, sur la blockchain Ethereum, on a ce qu'on appelle l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. C'est vraiment l'environnement d'exécution où les smart contracts Ethereum, les contrats intelligents, sont exécutés et déployés. Donc cette EVM vient interpréter et exécuter les bytecodes des contrats, on va voir ce que c'est dans un instant, permettant ainsi d'effectuer des opérations décentralisées sur la blockchain, donc de communiquer avec la blockchain. À savoir aussi que vous vous demandez peut-être comment est-ce que l'on déploie un contrat intelligent. On déploie un contrat intelligent grâce à une transaction. On fait en fait une transaction vers l'adresse 0. C'est un peu une espèce d'adresse poubelle, personne n'y a accès, mais elle est très utile au niveau de la blockchain Ethereum. Si ça commence à vous intéresser un peu, n'hésitez pas à voir dans la description. J'enseigne dans la première école de blockchain en France, elle s'appelle Alira. Et si vous passez par mon lien, vous aurez 100% de réduction. C'est aussi une superbe façon de soutenir la chaîne ici. Et vous m'aurez aussi en tant que formateur avec mon collègue Cyril. Donc qu'est-ce qu'il se passe quand vous rédigez un contrat intelligent? Vous allez rédiger un contrat intelligent en Solidity et puis il y aura un compilateur parce que Solidity c'est du très haut niveau et grâce à un compilateur vous allez transformer ici vraiment votre contrat intelligent en bytecode et ensuite ce bytecode va être interprété en opcode qui est compréhensible par l'EVM. Donc là on voit très bien, on a un code Solidity qui sera transformé en bytecode, ça va donner ça. Et ensuite, on aura vraiment des instructions compréhensibles par l'EVM, vraiment des instructions de bas niveau. Ici, on a l'exemple d'un contrat Solidity. Alors, c'est un contrat vraiment très simple. Qu'est-ce qu'il permet de faire ici? De stocker un nombre sur la blockchain. Donc, on a vraiment une variable ici qui va venir être stockée sur la blockchain. Donc, on peut vraiment stocker une valeur de type entier non signé. Et on aura une fonction qui permettra ici de changer la valeur de cette variable et aussi potentiellement une autre fonction, un getter, qui va nous permettre de récupérer la valeur de cette variable.
Donc Solidity, certains disent que c'est un langage relativement facile, mais en fait c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Il y a pas mal d'aspects de sécurité qu'il faut savoir et c'est vraiment quelque chose que l'on enseigne chez Alira. Ensuite, bien entendu, on aura des frameworks, des boîtes à outils qui vont nous permettre de créer, de tester ou de déployer des contrats intelligents. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, là j'ai un dossier back-end dans lequel j'ai installé Ardat et Foundry. Ardat et Foundry sont vraiment deux outils, deux frameworks pour déployer, écrire, tester des contrats intelligents. Donc ici, j'ai par exemple un contrat intelligent. Je vais ensuite vraiment ici avoir un fichier de configuration qui va me permettre par exemple de dire en quelle version de Solidity je suis, qui va me permettre de dire sur quelle blockchain je veux déployer mon contrat intelligent. On le voit très bien ici. Donc là, j'ai différentes blockchains sur lesquelles je peux venir déployer mon contrat intelligent. On peut venir tester aussi les contrats intelligents directement en TypeScript. Ça va nous permettre ici de voir les éventuelles erreurs que l'on a fait. Et c'est vraiment un sujet qui évolue extrêmement rapidement. Et on a un petit nouveau au niveau des frameworks de développement. Bon, il date déjà un peu de quelques années. Mais cependant, désormais, on peut faire des choses plus avancées comme du fuzzing ou de l'invariant test. Et ça, c'est aussi des notions que l'on voit chez Alira. Et ensuite, du coup, pour finir, on écrit des scripts de déploiement qui vont nous permettre ici de déployer un contrat intelligent sur une blockchain. Donc du coup, il y a des aspects très importants, il faut écrire des tests, mais il faut aussi avoir de belles bases en sécurité et c'est vraiment l'aspect le plus difficile. Donc, au niveau de la sécurité, il faut savoir que les contrats intelligents sont par défaut immuables, on ne peut pas les changer. Donc on ne peut pas de base faire comme ça du versionning, allez je vais sortir une version 2.1, ensuite 2.2, etc. Donc la sécurité devient vraiment très importante parce qu'il faut créer dès le début quelque chose de fiable et de robuste. Surtout que vous allez gérer potentiellement des millions, voire des milliards d'euros en crypto-actifs. Donc il faut vraiment faire très attention à cela. Et globalement, vous allez écrire un programme, un contrat intelligent, et ensuite vous allez passer par un audit. Quelqu'un va venir auditer votre contrat intelligent, mais le problème de l'audit, c'est que vous allez payer quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 50 000 € pour auditer votre contrat intelligent, mais je trouve que ce n'est pas ici le meilleur moyen de sécuriser un contrat intelligent. Ce qui est encore mieux, c'est les bounties. Donc, ce que vous allez faire, c'est dire, si quelqu'un trouve une faille critique dans mon protocole, je lui donne 100 000 €. Mais par contre, s'il ne trouve rien, je lui donne rien. Donc ça, je trouve que ça encourage davantage les gens à vraiment travailler sur la sécurité de votre projet. Ensuite, bien entendu, on a développé tout ce qui est base de données, donc le contrat intelligent. Et ensuite, on va développer le front. Donc au niveau du front, on utilise dans le dev Web3, désolé pour les fans d'Angular et de Vue, on utilise énormément React.js et Next.js. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, là globalement j'ai un projet blockchain, donc j'ai bien entendu mon répertoire source et je vais avoir des composants, mais aussi potentiellement des contextes, je vais vouloir venir récupérer des données, donc c'est vraiment, ça peut être rapidement très complexe. Il y a pas mal de petites choses ici à savoir et encore une fois c'est vraiment des choses que l'on voit directement chez Alira. Ensuite, quand on aura réussi à créer un contrat intelligent, à le tester, à le déployer, à vraiment gérer la sécurité dessus. Et ensuite, quand on aura créé un front-end pour venir interagir avec ce contrat intelligent, on ira ensuite plus loin. Donc l'objectif, ça sera d'aller voir ce que sont les NFT. Non, les NFT, ce ne sont pas uniquement des images de singes. Il y a vraiment toute une technologie derrière. On pourra aussi s'intéresser à la finance décentralisée et apprendre à manier des protocoles tels que Uniswap, Aave, Curve, etc. Voilà globalement le travail de développeur blockchain. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.